Imaginez un tigre. Les tigres sont connus pour ces belles rayures qu'ils conservent toujours. Cependant, imaginez si les rayures du tigre pouvaient changer de taille, de position et de couleur de temps en temps. Magique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec un titan de notre système solaire, Jupiter. Pourquoi et comment? Eh bien, les astronomes pourraient bien avoir la réponse. Alors voyons voir. Jupiter est une planète immense et fascinante. Lorsque vous regardez sa photo de loin, c'est comme voir un magnifique lever de soleil. Ici, nous avons toute une palette, des jaunes pâles crémeux au brun caramel, avec même quelques nuances de bleu. Jupiter est un astre époustouflant, composé principalement d'hydrogène et d'hélium, tout comme notre Soleil. Cependant, elle n'a pas rassemblé assez de matière lors de sa formation pour devenir une étoile. Au lieu de cela, elle est devenue une boule colossale de gaz qui pourrait contenir plus de 1300 terres à l'intérieur. Jupiter présente ces motifs intéressants de nuages sombres et clairs qui tournoient autour de la planète en bandes alternées, comme d'immenses rayures. Ces rayures sombres sont appelées bandes, et les plus claires sont appelées zones. À vrai dire, elle n'est pas unique en son genre. La Terre et Jupiter présentent toutes deux ces motifs dans leurs atmosphères. C'est juste que la Terre n'en a que quelques-uns, alors que Jupiter en a beaucoup plus. Pourquoi ces bandes sont-elles brunes et beiges ? Cela peut s'expliquer par la combinaison d'hydrogène, d'hélium et d'autres traces d'éléments dans l'atmosphère de la planète. C'est un peu comme mélanger différentes couleurs de peinture pour créer de nouvelles nuances. Ces bandes créent de magnifiques motifs à travers la surface de la planète. Bien, puisque Jupiter a une atmosphère imposante et un système météorologique similaire à celui de la Terre, elle connaît donc des tempêtes extraordinaires. Donc, même si ces bandes peuvent y sembler calmes et paisibles, elles font en réalité partie d'un système météorologique déchaîné. C'est comme une fête de tempête sans fin qui se déroule là-bas. Ces bandes et ces zones se déplacent dans des directions opposées autour de la planète. Les bandes tournent à rebours de la rotation de Jupiter, à contre-courant pour ainsi dire, tandis que les zones vont dans son sens. Et non seulement elles se déplacent dans des directions différentes, mais elles existent également à différentes altitudes dans l'atmosphère de la planète. Les bandes s'apparentent à des régions où les choses montent, comme des bulles dans une boisson gazeuse. Donc, le sommet des nuages à l'intérieur de celle-ci se trouve plus haut dans le ciel en comparaison du sommet des nuages dans les zones, qui sont donc plus enfoncées. Ainsi, même si la Terre et Jupiter possèdent cette similitude, leur météo est complètement différente. Ce serait comme comparer des pommes et des oranges. L'une des tempêtes les plus célèbres sur Jupiter est la Grande Tache Rouge. Mais pourquoi est-elle rouge? Eh bien, c'est un peu un mystère. Les scientifiques pensent que la tempête se situe à une altitude plus élevée que le reste de l'atmosphère. Cela signifie qu'elle reçoit une dose plus forte de lumière solaire. Imaginez-vous debout sur une colline, où le soleil brille plus fort sur vous par rapport au reste de l'environnement. De la même manière, la Grande Tache Rouge reçoit davantage de rayonnement du soleil. La tempête contient également dans ses nuages des composés chimiques spécifiques, tels que l'ammoniac et l'acétylène. Lorsque ces composés reçoivent ce rayonnement supplémentaire, ils réagissent d'une manière unique, donnant à la tempête sa couleur rouge distinctive, un peu comme des effets spéciaux dans un théâtre cosmique. Quoi qu'il en soit, ces rayures ont l'air stylées et tout, mais quel est le grand mystère qui les entoure? Eh bien, voyez-vous, un jour, les scientifiques ont décidé d'examiner les données provenant de l'intérieur profond de Jupiter, environ 50 km sous sa surface. Et après avoir jeté un coup d'œil au secret de Jupiter, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Quand ils ont observé Jupiter en utilisant un type de lumière spéciale, dite lumière infrarouge, les couleurs de ces bandes ont réellement changé. Les zones claires qui étaient pâles et crémeuses sur les images habituelles devenaient sombres dans la vue infrarouge. Quant aux bandes autrefois sombres, elles brillaient à présent vivement. Cela suggère quelque chose d'intéressant. Les bandes sur Jupiter ont une couverture nuageuse plus mince que les zones. C'est comme si elles portaient des tenues transparentes, tandis que les zones avaient des nuages plus épais, comme des doudounes moelleuses. Ainsi, ce que nous percevons comme des bandes sombres dans les images ordinaires se révèle être lumineux dans l'infrarouge, laissant entendre que ces ceintures ont moins de matière nuageuse, bloquant la lumière. Mais voici la partie la plus étrange. Toutes les quelques années, quelque chose change. C'est comme si la météo sur Jupiter passait par des montagnes russes. La couleur des bandes peut changer, et parfois tout le modèle météorologique s'emballe pendant un moment. Les scientifiques restent perplexes et tentent de comprendre pourquoi cela se produit. Ils ont donc décidé d'utiliser la sonde spatiale baptisée Juno pour enquêter sur ce phénomène. Depuis 2016, Juno collecte beaucoup d'informations sur Jupiter, comme un espion collectant des indices.
L'un des éléments que Juno étudie est le champ magnétique de Jupiter. Tout comme la Terre, Jupiter a un champ magnétique. C'est comme une bulle invisible qui entoure la planète, s'étendant jusqu'à l'espace. Ce champ magnétique est vraiment important car il protège la planète et tout ce qui s'y trouve. Il agit comme un bouclier contre les particules nocives de l'espace, comme celles provenant du Soleil. Mais Jupiter est bien plus grande que nous, donc son bouclier protecteur est beaucoup plus puissant. Les champs magnétiques sont générés par une chose appelée dynamo, qui agit comme un grand fluide conducteur tourbillonnant à l'intérieur de la planète. Ce fluide se déplace et tournoie, un peu comme une fête underground qui se passerait au plus profond de la planète. Ainsi, les scientifiques ont examiné les données collectées par Juno au fil des années et ont remarqué quelque chose d'intéressant. Le champ magnétique de Jupiter a ses propres petits mouvements, un peu comme lorsque vous voyez des vagues dans l'océan. Les scientifiques appellent ces mouvements des oscillations de torsion, qui est simplement une façon élégante de décrire des mouvements en forme de vagues. C'est comme si Jupiter faisait sa propre danse magnétique. Maintenant, imaginons que l'intérieur de Jupiter soit comme une énorme marmite de soupe en ébullition. Profondément à l'intérieur de Jupiter, il y a des courants lents qui transportent la chaleur vers le haut, à la manière d'un tapis roulant. Cette chaleur finit par atteindre la partie supérieure où nous voyons les nuages. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Imaginez que quelqu'un commence à remuer la soupe très rapidement, avec une cuillère. Ce mouvement magnétique ondulatoire, les oscillations de torsion, agissent exactement comme cette cuillère. Ils créent un trouble qui perturbe les courants lents. Eh bien, cette perturbation a un grand impact sur la météo de Jupiter. C'est comme augmenter la chaleur de votre gazinière et changer la façon dont cuit la soupe. Les schémas de montée et de descente des nuages, que nous appelons ascendance et subsidence, se mélangent tous, un tourbillon dans la soupe. Nos astucieux chercheurs ont également remarqué quelque chose de particulier près de l'équateur de Jupiter. Ils ont découvert un point concentré de magnétisme appelé la grande tache bleue. Et devinez quoi? Ce point ralentit, comme s'il prenait une pause dans son mouvement habituellement rapide. Cela suggère qu'un nouveau type de mouvement ondulatoire, une nouvelle danse, est sur le point de commencer. Donc, pour résumer, les scientifiques ont eu une idée intéressante. Ce mouvement magnétique ondulatoire, les oscillations de torsion, perturberaient les courants lents à l'intérieur de Jupiter, déréglant les motifs des nuages et provoquant des conditions météorologiques extrêmes. Et lorsqu'ils ont calculé le temps qu'il fallait à ces mouvements ondulatoires pour se produire, ils ont découvert qu'ils correspondaient aux mêmes périodes où les rayures de Jupiter changeaient. Ainsi, en termes simples, les chercheurs pensent que ces mouvements ondulatoires dans le champ magnétique de Jupiter provoquent des changements dans les rayures de la planète. Les pièces d'un puzzle se rassemblent. Les astronomes essaient toujours de comprendre pleinement pourquoi cela se produit, mais c'est un pas en avant excitant dans la compréhension des mystères de notre vaste univers. Mais il reste encore quelques mystères à résoudre. Pour trouver plus de réponses, les scientifiques doivent continuer à observer attentivement Jupiter à l'avenir. En observant comment les nuages changent, ils peuvent vérifier si leur théorie est correcte ou si elle doit être ajustée. De ces tempêtes massives à ces bandes colorées, Jupiter ne cesse de nous surprendre avec ses merveilles cosmiques. Elle ne scintille peut-être pas comme une étoile, mais elle brille intensément en tant que géante gazeuse, nous captivant par sa taille et sa beauté. Alors restez toujours curieux et gardez la tête dans les étoiles. Extrêmement chaud et follement rapide. Eh oui, c'est tout moi. Mais attends, tu voulais parler de l'espace ? Bon, d'abord, on a découvert 51 PEG-V, une exoplanète qui tourne autour d'une étoile semblable à la nôtre. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Cette planète est complètement différente de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Elle a presque le même diamètre que Jupiter, mais la moitié de la masse de cette géante gazeuse. Il ne faut que 4 jours à cette exoplanète pour tourner autour de son étoile, ce qui nous a paru incroyable. C'était définitivement trop rapide pour quelque chose d'aussi massif. Et puis les scientifiques ont commencé à découvrir ce qu'ils ont nommé des Jupiters chauds partout dans l'espace. De nombreuses géantes gazeuses brûlantes se trouvaient à seulement quelques millions de kilomètres de leur étoile. Parfois, 2 ou 3 corps spatiaux orbitaient de très près autour de leur étoile, et beaucoup étaient plusieurs fois plus gros que la Terre. Les systèmes solaires où ils ont trouvé ces Jupiters chauds ne ressemblent pas aux nôtres. Nous avons un système bien ordonné, avec des petites planètes rocheuses à l'intérieur et de grosses géantes gazeuses à l'extérieur. Et presque toutes orbitent paisiblement autour du Soleil, en suivant leur propre trajectoire. Tout est donc en ordre.
Lorsqu'une étoile se trouve dans la première phase de sa formation, elle crée un disque de gaz, de débris et de poussière autour d'elle. On appelle ça un disque d'accrétion. Ces gaz sont lentement attirés vers l'étoile en raison de ses forces gravitationnelles, et cela conduit à une sorte de tourbillon stellaire. Les parties extérieures du disque sont plus denses en gaz que le centre. Avec le temps, l'effet tourbillon devient encore plus puissant. La même chose se produit avec les Jupiters chauds, ce qui fait que ces géantes gazeuses se mettent à orbiter beaucoup plus vite que normalement. Cela les entraîne aussi vers leur étoile en une spirale de plus en plus étroite. Heureusement, notre Jupiter n'est pas devenu un Jupiter chaud. Notre géante gazeuse a commencé sa vie sous la forme d'un astéroïde glacé de la taille de la Terre, ce qui est différent de la façon dont les Jupiters chauds se forment habituellement. À l'époque de sa prime enfance, Jupiter était environ 4 fois plus éloigné du Soleil qu'aujourd'hui, quelque part entre Uranus et Neptune. Environ 2 à 3 millions d'années après sa formation dans le disque d'accrétion de notre Soleil, Jupiter a entamé une phase de 700 millions d'années que les astronomes appellent le Grand Tac. Le tac, ou virement de bord, est la manœuvre qu'effectue un bateau lorsqu'il se dirige vers une bouée et qu'il la contourne en glissant. Ensuite, il accélère et se dirige vers l'endroit d'où il vient. C'est donc ce que Jupiter a commencé à faire. Et dans ses migrations orbitales de plus en plus serrées, la gravité de cette planète aurait pu déplacer de nombreux astéroïdes et autres corps spatiaux, déformer les orbites des grandes planètes et provoquer des collisions et le chaos. Le grand tac de Jupiter aurait détruit de nombreux corps spatiaux. C'est un scénario qui aurait pu arriver, mais heureusement, Jupiter a changé de cap et est devenue la géante gazeuse pacifique que l'on connaît. Neptune, Uranus et Saturne se sont elles aussi lancées dans ce processus chaotique. Saturne est même devenue si grosse que sa gravité a commencé à éloigner Jupiter de son orbite. Mais après un certain temps, les orbites de ces géantes gazeuses se sont stabilisées. Ensuite, elles ont réussi à évacuer les gaz qui subsistaient entre elles. Et comme ces gaz servaient en quelque sorte de carburant pour la migration des planètes, Jupiter et Saturne ont finalement pu s'installer sur les orbites stables que nous leur connaissons aujourd'hui. De temps en temps, Jupiter peut encore envoyer 1 ou 2 astéroïdes glacés sur les planètes intérieures. Lorsque notre planète était plus jeune, cela a même pu être l'un des processus ayant participé à la formation des océans. Mais Jupiter est beaucoup plus calme aujourd'hui. Les forces gravitationnelles de Saturne ont modéré la situation et la maintiennent sous contrôle. Maintenant, Jupiter est notre protectrice. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. C'est une sorte de bouclier gravitationnel qui orbite autour de la partie intérieure du système solaire. Jupiter détourne les débris et les astéroïdes loin des planètes intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, assurant notre sécurité à tous. Grâce à cela, la Terre a toujours été protégée. Notre planète a donc eu suffisamment de temps pour évoluer vers des formes de vie complexes et elle n'a pas été détruite par des astéroïdes, des Jupiters chauds ou d'autres corps spatiaux. Jupiter n'est pas la seule planète qui aurait pu entrer en collision avec la Terre. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait avoir été impliqué dans un accident avec notre planète. Mercure est la planète la plus intérieure de notre système solaire. C'est la plus proche du Soleil et la plus petite planète existante. Et elle continue à devenir de plus en plus petite. Aujourd'hui, son diamètre est inférieur d'environ 14 km par rapport à sa taille d'il y a 4 milliards d'années. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que le noyau de cette planète est composé de fer, et ce fer se refroidirait et deviendrait solide, ce qui réduirait lentement la taille de la planète. Mercure est la planète qui compte le plus grand nombre de cratères dans notre système solaire. Son atmosphère est très peu dense, elle ne peut donc rien faire pour protéger la planète contre les météores. Le plus grand cratère à la surface de Mercure fait au moins 1550 km de diamètre. Cela correspond à l'Europe occidentale, de l'Allemagne jusqu'au Portugal. L'objet qui a formé un tel cratère devait faire au moins 100 km de long. Avec tous ces cratères, Mercure ressemble à notre Lune. Cette planète tourne autour du Soleil plus rapidement que les autres, donc une année sur Mercure dure environ 88 jours terrestres. Cela signifie qu'on y fête son anniversaire tous les 3 mois environ. En même temps, la planète tourne si lentement sur elle-même qu'une journée sur Mercure dure presque 59 jours terrestres. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir aller se coucher. Il y a un morceau de Mercure sur notre planète. En 2012, une météorite verte a été trouvée dans un marché du Maroc. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont conclu qu'elle pouvait provenir de Mercure. Mercure n'a pas de lune, à cause de sa petite taille et de sa faible gravité. De plus, la planète est trop proche du Soleil. Au fait, la seule autre planète sans lune de notre système solaire est Vénus.
Mercure a une croûte très fine, comme une bonne pizza. Selon l'une des théories concernant la formation de cette planète, il y aurait eu une collision majeure au cours de laquelle elle aurait perdu la majeure partie de sa croûte. Cela pourrait aussi avoir déplacé Mercure hors de sa zone d'origine. Ce ne serait pas inhabituel. Les géantes gazeuses de notre système solaire ne se sont pas non plus formées à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Mercure a aussi une orbite excentrique, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir été éjectée de son ancienne orbite et déplacée sur une nouvelle. Les scientifiques pensent aussi que Mercure a pu entrer en collision avec la Terre dès début. Selon une théorie, c'est ainsi que la Lune se serait formée, à partir de toute la matière qui se serait envolée lors de l'énorme collision. Il pourrait même y avoir eu des morceaux de la croûte de Mercure dans le mélange. Les exoplanètes Kepler 107b et Kepler 107c orbitent autour d'une étoile similaire à notre Soleil dans le système Kepler 107. Cette étoile se trouve à environ 1700 années-lumière de nous. Ces planètes ont des tailles presque identiques, toutes deux ayant un rayon faisant 1,5 fois celui de la Terre. Mais l'une d'entre elles, Kepler 107c, est presque 3 fois plus dense que l'autre. C'est parce que leurs compositions sont différentes. Certains scientifiques pensent que Kepler 107b est moins dense car elle serait un jour entrée en collision avec une autre planète inconnue. Ce choc puissant aurait emporté une partie de sa surface et laissé derrière lui un noyau très dense et riche en fer. Une énorme comète a frappé Neptune il y a environ 200 ans. Mais comme Neptune n'est pas une planète rocheuse avec une atmosphère ténue comme Mars ou Mercure, il est plus difficile de trouver des preuves de cet impact. Mais une comète appelée Shoemaker-Levy 9 a éclaté en 1994 et s'est écrasée sur Jupiter. Les astronomes ont réussi à enregistrer cet événement. Cela les a aidés à en savoir plus sur les éléments et les molécules que les diverses collisions ont laissés dans l'atmosphère de Jupiter au cours du temps. Ces informations ont permis aux scientifiques de comprendre que la quantité de monoxyde de carbone présente dans les couches supérieures de l'atmosphère de Neptune est plus élevée que dans ses couches inférieures. Cela signifie qu'une grosse comète a probablement frappé la planète dans le passé, étant donné que les comètes contiennent du monoxyde de carbone dans leur queue glacée. Quelque chose d'énorme a également percuté Uranus, changeant cette planète à jamais. Un objet spatial 2 fois plus grand que la Terre a heurté la géante de glace. Cela lui a donné l'inclinaison qu'on lui connaît. On dirait qu'elle tourne couchée sur le côté. Uranus est extrêmement froide, bien plus froide que ce qu'elle est censée être. Cela pourrait signifier que l'objet qui l'a percuté était une jeune protoplanète composée de glace et de roches. De plus, certains des débris de cette collision ont peut-être créé une fine enveloppe autour d'Uranus. Cette enveloppe retient encore la chaleur qui provient du noyau. D'étranges impulsions d'énergie bombardent toute notre galaxie et elles proviennent de l'autre côté de l'univers. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont observé des éclairs de lumière bizarres se dirigeant vers notre planète. Ce phénomène s'appelle sursaut radio rapide ou FRB. Ces signaux traversent quelques milliards d'années-lumière de poussière et de gaz. C'est un chemin plutôt long. Jusqu'à présent, personne n'a découvert ce qui est à l'origine de ces sursauts. Alerte aux ouragans! Tout le monde se cache. La vitesse du vent dehors est de plus de 120 km/h. Cela semble beaucoup, mais voici une tempête qui se déplace à 645 km/h. Attends, de telles vitesses sont possibles? Eh oui, mais pour assister à une tempête aussi puissante, tu devras te rendre jusqu'à Jupiter. Alors que le voyage commence. La planète est énorme. Près de 1300 terres pourraient tenir à l'intérieur de cette géante. Elle est aussi incroyablement chaude, les températures atteignant environ 23 800 degrés Celsius au cœur de la planète. Malheureusement, tu ne peux pas atterrir à la surface de Jupiter, car étant une géante gazeuse, elle n'a pas de surface solide. Mais tu peux aller plus loin dans l'atmosphère de Jupiter. Regarde ces épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs qui glissent tout autour. Ce sont eux qui donnent à la planète son aspect coloré et un peu strié. Si tu continues à descendre vers le centre de la planète, tu verras son atmosphère, principalement composée d'hydrogène et d'hélium gazeux, se liquéfier. Cela se produit en raison de l'immense pression atmosphérique. Le noyau de la planète lui-même est un objet mystérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas compris s'il s'agit d'une boule d'un épais liquide en fusion ou d'une roche solide dont la masse serait 14 à 18 fois supérieure à celle de la Terre. De toute façon, l'exploration de Jupiter n'est pas le but principal de ton voyage. Et non, tu t'es rendu ici pour voir la grande tache rouge. C'est une énorme tempête qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Ses plus hautes strates s'élèvent à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants.
La tempête elle-même est 1,3 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la tache rouge. Et il s'est avéré que cette tempête monstrueuse descendait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus étendues. La grande tache rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. Et n'oublie pas que les températures de Jupiter sont de moins 148 degrés Celsius au sommet des nuages. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Mystérieusement, les températures les plus élevées jamais enregistrées sur la géante gazeuse se sont produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la grande tache rouge. Là, la chaleur a atteint 1300 degrés Celsius. Cette température est plus élevée que celle de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences causées par la tempête seraient capables de produire des ondes gravitationnelles et sonores qui pourraient être responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que les gens observent le vortex en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont prédit qu'il allait progressivement ralentir et devenir plus petit, voire disparaître complètement. Mais cela ne s'est pas avéré être le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents, aux confins extérieurs de la tempête, avaient en fait pris de la vitesse. La variation de la vitesse du vent n'est pas supérieure à 2,5 km/h au cours d'une année terrestre. C'est un changement infime. Mais aussi petite que soit cette différence, elle est tout de même significative. La vitesse du vent au bord de la tempête peut atteindre une vitesse ahurissante de 650 km/h. C'est plus rapide que les tornades de la Terre. En même temps, si tu te trouvais au centre de la grande tache rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents s'y déplacent beaucoup plus lentement. Les scientifiques ont dû relever de nombreux défis lorsqu'ils ont essayé de résoudre le mystère qu'est la grande tache rouge. On ne sait pas très bien ce qui alimente la tempête. Cela peut-il être dû à la nature de sa planète d'origine ? Comme il s'agit d'une géante gazeuse, Jupiter n'a pas de sol solide, il n'y a donc pas de friction, ce qui pourrait être la seule chose capable d'atténuer la tempête. Les gaz chauds de l'atmosphère de la planète sont toujours en mouvement. Ils montent, descendent, tourbillonnent, tout comme sur notre planète où l'air plus frais et plus chaud se mélangent et se fondent l'un dans l'autre, formant des tempêtes gigantesques qui tournent sur elles-mêmes. Les astronomes pensent qu'autrefois, plusieurs immenses tempêtes ont pu se réunir et créer la grande tache rouge. Et maintenant, elles continuent de tourner en attirant constamment des gaz froids des profondeurs et des gaz chauds en altitude. De plus, la tempête pourrait absorber d'autres cyclones plus petits. Cela rend la grande tache rouge encore plus puissante. Malheureusement, les épais nuages sur Jupiter ne permettent pas aux astronomes de voir ce qui se passe dans la basse atmosphère de la planète. Les scientifiques spéculent depuis des décennies sur ce qui pourrait se cacher sous la grande tache rouge. S'agit-il d'un volcan massif ? Peu probable. Jupiter est principalement composé de gaz, et elle n'a pas de croûte qui pourrait se fissurer, laissant la lave s'échapper de l'intérieur de la planète. Il existe également quelques théories expliquant pourquoi la tempête possède cette couleur caractéristique. Elle varie du blanc et du rose pâle à l'orange vif, en passant par un rouge brique. Certains scientifiques pensent que la réponse se trouve profondément sous la grande tache rouge, plus près de la surface de la planète. Une couche de gaz incolore pourrait réagir au rayonnement UV provenant du Soleil. C'est probablement ce qui donne à la tempête sa couleur rouge. Mais pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Et maintenant, tu en sais à peu près autant que nous. Jupiter n'est pas la seule planète qui peut se targuer de sa tempête géante. Une autre, aussi vaste que notre planète natale, fait rage sur Saturne. On l'appelle la Grande Tache Blanche. C'est pratique pour les différencier. La tempête a une traîne de nuages blancs qui encercle toute la planète, et elle se produit tous les 30 ans environ. Cette tempête démarre effectivement comme une tache, mais ensuite elle commence à s'étirer et à s'étendre. Les astronomes ont découvert que la Grande Tache Blanche était en fait un énorme système d'orage. Et au sommet de la tempête, les éclairs peuvent jaillir plus de 10 fois par seconde. Mais le principal mystère concernant la Grande Tache Blanche est de savoir d'où elle tire son énergie. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être alimentée par le Soleil, d'autres affirment que la configuration des nuages de la tempête n'a de sens que s'il existe une source interne de chaleur qui puisse alimenter les vents.
Quoi qu'il en soit, les violentes tempêtes sur différentes planètes du système solaire ne sont pas le seul mystère spatial qui rendent les astronomes perplexes. Passons à Pluton, la plus grande planète naine connue du système solaire, et explorons son atmosphère. Elle s'élève très haut au-dessus de la surface de la planète et comporte plus de 20 couches, toutes glaciales et extrêmement condensées. Par ailleurs, notre Lune a aussi une sorte d'atmosphère. Appelée exosphère, elle est composée d'hélium, de néon et d'argon. Elle est 10 000 milliards de fois moins dense que l'atmosphère de la Terre. En voyageant dans l'espace, fais attention aux trous noirs. Un trou noir est un endroit où la gravité est si forte que même la lumière ne peut pas en sortir. Mais les trous noirs peuvent parfois se comporter comme des volcans galactiques supermassifs. De temps en temps, ils s'enflamment, mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et ce phénomène laisse des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu de temps, les scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et autres télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une crise il y a de très nombreuses années. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situé à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère que cet événement a laissé derrière lui pourrait contenir 15 galaxies semblables à la Voie lactée. Oui, même moi ça me dépasse un peu. Pendant ton voyage à travers l'espace, réfléchis bien avant d'atterrir sur des planètes inconnues. Sinon, tu risques de te retrouver dans un endroit comme K2 141b. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. À première vue, elle n'est pas si différente de la Terre. Elle possède des océans liquides qui s'évaporent, forment des nuages, se condensent et reviennent à la surface sous forme de pluie. Mais au lieu d'eau, il pleut des pierres. La surface de cette exoplanète est recouverte de mers de lave profondes de plusieurs dizaines de kilomètres. Les températures sur K2 141b atteignent 2700 degrés Celsius pendant la journée. C'est assez chaud pour que le magma des océans s'évapore dans l'atmosphère. Puis, des vents supersoniques qui peuvent se déplacer à une vitesse de 1600 mètres par seconde transportent cette vapeur de roche vers la face nocturne de la planète. Le magma vaporisé se refroidit, redevient liquide et tombe sous forme d'une pluie rocheuse. Pas vraiment ouf pour y passer des vacances. Il fait trop chaud, je passe mon tour. Imagine que tu sortes de chez toi un matin et que tu vois non pas une, mais 2 étoiles briller dans le ciel. La première est notre bon vieux Soleil et l'autre est Jupiter. Mais comment une planète s'est-elle transformée en étoile? Et qu'arrivera-t-il à la Terre et à ses habitants? Avant de trouver la réponse à ces questions cruciales, nous devons revoir certaines des choses que nous savons sur Jupiter. La plus grande planète du système solaire est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz. En raison des différences de pression et de température, ces gaz se séparent en différentes couches. C'est ainsi que se forment les bandes rouges et blanches que l'on peut clairement observer au télescope depuis la Terre. Les températures à la limite de l'atmosphère de Jupiter sont insensées. Elles peuvent atteindre jusqu'à 720 degrés Celsius. La planète exerce également une immense attraction gravitationnelle. En 1995, la sonde Galileo a atteint l'atmosphère de Jupiter et l'a fendue à une vitesse de 170 000 km/h. Elle a subsisté à ces températures brûlantes et a entamé sa descente. Elle a continué d'avancer, même lorsque les températures ont brusquement chuté et que la pression, ainsi que la vitesse du vent, ont augmenté drastiquement. Mais 58 minutes et 156 km après le début de l'exploration, les choses se sont gâtées. La pression équivalente à celle de 23 atmosphères terrestres et les températures toujours plus élevées ont eu raison de la sonde, qui a fondu avant d'être entièrement vaporisée sous l'effet de cette chaleur extrême. Si Jupiter décidait soudain de poursuivre sa croissance, elle deviendrait probablement une étoile. Et sa composition permettrait à cette planète de le faire sans problème. Il y a très longtemps, Jupiter a absorbé la majeure partie de la matière restante après la formation de notre Soleil. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée avec plus du double de la masse combinée de tous les autres corps du système solaire. Les composants de la planète sont les mêmes que ceux d'une étoile, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Mais Jupiter n'est tout simplement pas assez massive pour s'enflammer. Et si c'était le cas, elle se transformerait alors en un tout autre type de corps céleste, très probablement une naine brune. Dans un tel scénario, elle aurait un effet mineur sur les orbites des planètes de notre système, car les naines brunes sont plus massives que les planètes, mais pas autant que les autres étoiles.
Une naine brune a généralement une masse comprise entre 13 et 80 fois celle de Jupiter, et elle ne peut devenir une étoile que si la pression dans son noyau est suffisamment élevée pour déclencher une fusion nucléaire. Imaginons que ce soit le cas, et que Jupiter soit devenu une véritable étoile. Une naine rouge par exemple. Les naines rouges sont des étoiles dont la masse est comprise entre 7,5 et 50% de la masse de notre Soleil. Les naines rouges sont également plus chaudes que les naines brunes. Leur température peut atteindre les 3500 degrés. Notre Soleil, en comparaison, a une température de près de 5500 degrés. Cela signifie donc que la naine rouge nouvellement formée sera beaucoup moins lumineuse que ne l'est le Soleil. Par ailleurs, la naine rouge Jupiter pourrait empêcher les planètes internes de poursuivre leur orbite, car elle ne parviendrait plus à trouver un équilibre entre les forces gravitationnelles des deux étoiles. Les planètes se rapprocheraient soit du Soleil, soit de la naine rouge nouvellement formée. Si la Terre choisissait la première option, les températures folles de notre étoile principale éradiqueraient vraisemblablement tous les êtres vivants de la surface terrestre. Dans le second cas, nous serions probablement congelés, car Jupiter, en tant que naine rouge peu lumineuse, ne serait pas en mesure de nous réchauffer suffisamment. Mais il pourrait exister une autre option. Les planètes intérieures pourraient être carrément éjectées du système solaire. Si Jupiter était une étoile, elle augmenterait considérablement la quantité de radiation reçue par la surface de notre planète. Notre atmosphère devrait nous protéger à la fois des radiations provenant du Soleil et de celles de Jupiter. Les naines rouges sont notoirement actives. C'est pourquoi Jupiter, tout comme le Soleil, connaîtrait très probablement de fréquentes éjections de masse coronale. Il s'agit d'un terme scientifique pour décrire les grands nuages de plasma chargés d'électricité qu'une étoile libère à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui encore, Jupiter a un impact significatif sur notre planète. La géante gazeuse est environ 318 fois plus grosse que la Terre. Cela signifie également qu'elle exerce une force d'attraction considérable sur notre propre planète. Sa gravité peut entraîner des changements dans notre orbite et des variations climatiques tous les 400 000 ans environ. Lorsque l'influence de Jupiter est la plus forte, la Terre connaît généralement des hivers plus froids, des étés plus chauds et des périodes d'humidité et de sécheresse plus intenses. De plus, si Jupiter se transformait en naine rouge, sa caractéristique la plus visible pourrait bien disparaître pour de bon. Je veux bien sûr parler de la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête colossale qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Sa partie la plus haute s'élève à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Cette seule tempête est presque 2 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la Grande Tache Rouge. Il s'est avéré que ce monstrueux cyclone s'enfonçait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont très probablement imprécises, et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus profondes. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. N'oublions pas que la température de Jupiter est de moins 170 degrés Celsius dans les couches nuageuses supérieures. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Étrangement, les températures les plus élevées jamais enregistrées dans la géante gazeuse se sont également produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Elles étaient plus élevées que la température de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences provoquées par la tempête pourraient produire des ondes gravitationnelles et sonores responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que l'on observe le tourbillon en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont même prédit qu'il ralentirait progressivement et deviendrait plus petit, voire qu'il disparaîtrait complètement. Mais ça n'a pas été le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents à la périphérie de la tempête avaient en fait accéléré. La vitesse du vent aux limites extérieures peut atteindre la vitesse stupéfiante de 640 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. En revanche, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents y sont beaucoup moins forts. Et maintenant, on a un autre scénario pour toi. Et si Jupiter entrait en contact avec la plus petite étoile que nous connaissions? À présent, ces deux corps spatiaux se trouvent sur une trajectoire de collision.
Et, gros spoiler, la Terre elle-même pourrait ne pas survivre à une telle rencontre. Voici donc cette minuscule naine rouge. Elle a plus ou moins la taille de Saturne et sa gravité est environ 300 fois supérieure à celle de notre planète. Elle flotte normalement à quelques 600 années-lumière de la Terre, dans un système d'étoiles binaires. Mais aujourd'hui, pour une raison incongrue, elle a transgressé toutes les lois de l'univers et se précipite vers la plus grande géante gazeuse de notre système solaire. Bien que ce visiteur de l'espace soit plus petit que Jupiter, sa masse est bien plus importante, et sa force gravitationnelle commence bientôt à attirer la géante gazeuse. La chaleur dégagée par la naine rouge, associée à sa puissante gravité, fait grossir Jupiter. L'atmosphère de la planète se met à gonfler parce que les gaz qui la composent se réchauffent et se dilatent. Enfin, l'atmosphère de Jupiter commence à s'échapper dans l'espace en direction du visiteur stellaire. Quelque temps plus tard, les gaz qui s'échappent forment un anneau brillant et chaud autour de la naine rouge. C'est une vue terrifiante, comme si un trou noir, très lumineux, était apparu au beau milieu du système solaire. L'étoile continue de déchirer Jupiter, dévorant peu à peu la géante gazeuse. Et bientôt, la naine rouge l'engloutit complètement. Hélas pour elle, Jupiter n'a eu aucune chance. À la place de la géante gazeuse, nous avons maintenant une naine rouge entourée d'un anneau de gaz ardent. Et nous savons déjà à quel point cela risque de mal se terminer. Enfin, le mieux, c'est que ce scénario relève entièrement de la fiction. Ouf, ce n'est pas plus mal. Il n'y a presque aucune similitude entre la Terre et Jupiter. La nôtre est une petite planète toute gentille avec des plantes et des pandas mignons. Jupiter est une horreur gazeuse géante avec des ouragans furieux qui ne s'arrêtent jamais. Et si tu tombais sur cette planète, tu pourrais littéralement voler au travers. Mais que se passerait-il si notre Terre avait la taille du père du système solaire? Oh, ça va être marrant! Jupiter est une planète si grande que je parie que tu ne peux même pas visualiser son échelle. Son rayon est environ 11 fois supérieur à celui de la Terre et sa masse est environ 316 fois plus grande. Donc, pour transformer la Terre en une autre Jupiter, il faudrait multiplier son rayon par 11. Si la densité de la planète restait la même, alors la masse de notre nouvelle Terre augmenterait considérablement. En fait, elle deviendrait jusqu'à 4 fois plus importante que celle de Jupiter. Bien sûr, ces changements ne se feraient pas sans quelques accros. La toute première chose que l'on remarquerait immédiatement, non, ce n'est pas la taille, mais la gravité. Elle augmenterait d'environ 11 fois par rapport à celle de notre ancienne Terre. Les scientifiques affirment que nous pourrions effectivement survivre sur une planète avec une plus grande gravité, mais seulement si elle n'était que 5 fois supérieure à celle que nous connaissons maintenant. Admettons que nous ayons le goût du risque, toujours prêts à défier les lois de la physique. À quoi ressemblerait notre vie? Eh bien, pas vraiment à une partie de plaisir. Après chaque pas, tu devrais t'asseoir sur un banc et faire une pause, comme si tu venais de courir un marathon. En effet, il serait à ce point difficile de marcher. Oh, et bonne chance pour te relever ensuite. Pour pouvoir se déplacer d'une manière ou d'une autre sur cette planète, il faudrait devenir vraiment baraqué. Il n'y aurait plus de problème avec la malbouffe, car il faudrait être un véritable haltérophile pour atteindre le réfrigérateur. La force de gravité affecte non seulement les mouvements, mais aussi la taille de toute chose. Sais-tu que de nombreux astronautes gagnent quelques centimètres grâce à l'apesanteur dans l'espace ? Donc, si tu en as assez d'être petit, voici une solution pour toi. D'un autre côté, une forte gravité nous rendrait tous plus trapus. Cela ne vaudrait pas seulement pour les humains, mais pour tout ce qui se trouve sur notre planète. Les arbres deviendraient très petits. Pour pousser vers le haut, ils doivent déplacer l'eau de leurs racines vers leurs branches, ce qui serait irréalisable avec une telle gravité. Alors ils se transformeraient tous en de petits buissons. De même, plus de montagnes. Même les plus grandes finiraient par s'affaisser. Mais au moins à présent, l'Everest semblerait à la portée de tout le monde. Cela s'appliquerait aussi aux animaux. Nos animaux de compagnie devraient rapidement évoluer en des corgis bodybuildés, juste pour pouvoir trottiner tant bien que mal. Oh, et dis adieu aux oiseaux, bien entendu. Si tu penses que tout cela ne suffit pas, ajoutons une autre chose. Il nous serait très difficile de respirer. La pression atmosphérique augmenterait de façon spectaculaire. C'est parce que la Terre commencerait à attirer l'air vers elle avec une force colossale. Tu en sentirais littéralement le poids sur tes épaules. Tu te souviens de ce que j'ai dit à propos de devoir faire une pause après chaque pas?
Maintenant, imagine qu'il te faudrait également respirer à travers un oreiller. Oui, et ce n'est pas tout. La pression atmosphérique joue un rôle important dans le comportement des molécules d'eau. Il serait beaucoup plus difficile pour l'eau de bouillir ou de se transformer en glace. La plupart des icebergs fondraient et il est possible que nous n'ayons plus de nuages non plus. Toute la vapeur d'eau s'abattrait sur nous sous la forme de torrents de pluie diluvienne. Nous aurions de la chance si nous n'étions pas tous submergés instantanément. Mais étrangement, il se trouverait aussi quelques avantages. Par exemple, le monde qui nous entoure deviendrait beaucoup plus spacieux. En supposant que nous ne soyons pas inondés, il y aurait même un tas de zones complètement désertes sur notre planète. Peut-être que les prix de l'immobilier baisseraient enfin. Mais ces zones inexplorées resteraient très probablement, inexplorées, puisqu'il nous serait extrêmement difficile de voyager à travers les mers et les océans. Non seulement parce que se déplacer à travers les eaux serait incroyablement compliqué, mais aussi parce que tous les plans d'eau de la planète deviendraient 10 fois plus vastes. L'idée même de se perdre dans l'océan est effrayante, mais imagine qu'il soit 10 fois plus profond et plus grand. Oh oh! Donc, plus de bateaux. Et oublie l'idée de prendre l'avion, ou de visiter l'espace un jour. Mais il semble que ce ne soit pas tout. Si la Terre avait la taille de Jupiter, des volcans se mettraient à faire rage de toutes parts. En raison de l'augmentation de sa masse, la Terre deviendrait terriblement instable. Tous les volcans éteints redeviendraient actifs, et il y aurait de la lave et des gaz toxiques partout. En 1883, l'éruption la plus destructrice de l'histoire de l'humanité a eu lieu, l'éruption du volcan Krakatoa. Elle s'est produite sur une petite île, mais les gens de toute la planète ont pu en ressentir les conséquences. L'éruption a anéanti cette île, déclenché de nombreux tsunamis et des nuages de gaz toxiques se sont répandus sur des kilomètres à la ronde. Maintenant, imagine la même chose, mais en 10 fois pire. C'est ce qui se passerait sur notre Terre de la taille de Jupiter. Ce qui arriverait serait comparable à la chute de la météorite de Chicxulub, celle qui a éradiqué les dinosaures de la surface de la Terre. Ensuite, des gaz toxiques se sont répandus sur toute la planète, provoquant l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la Terre. Oh, et cerise sur le gâteau, nous perdrions aussi notre champ magnétique. Le champ magnétique est très important pour la vie sur Terre. Selon Rory Barnes de l'Université de Washington, il protège la vie sur notre planète des désagréments de l'espace, ce qui signifie toutes sortes de radiations et autres vents solaires. Il existe un noyau de fer fondu au cœur de notre planète, qui est responsable de la production du champ magnétique. Si la pression exercée sur ce noyau augmentait à cause de la gravité, il pourrait se solidifier. Et à cause de cela, le champ magnétique de la Terre disparaîtrait. Nous serions alors exposés aux effets des radiations cosmiques. C'est trop effrayant pour y penser. Très bien, maintenant nous savons que vivre sur cette nouvelle Terre serait un véritable cauchemar. Mais qu'en est-il de l'espace extra-atmosphérique ? Tu as probablement entendu dire que Jupiter, grâce à sa forte gravité, nous protégeait des astéroïdes. Eh bien, c'est nous qui hériterions de ce sale boulot. Jupiter rencontre environ 24 000 impacts par an, et ce serait désormais notre destin. Tu te souviens que j'ai parlé de la météorite de Chicxulub ? Des tragédies similaires arrivent à notre planète une fois tous les 100 millions d'années environ. Mais si elle acquérait la taille de Jupiter, ces machins nous rendraient visite tous les vendredis soirs. De plus, nous devrions dire bye-bye à notre Lune. Notre satellite naturel est trop proche de nous. Donc, si la Terre grandissait, ce serait une véritable catastrophe. Nous regarderions littéralement la Lune se déchirer dans le ciel. Bien sûr, après cela, tous ces fragments s'écraseraient sur nous. Une théorie affirme qu'il y a des milliards d'années, la Lune s'est pour ainsi dire séparée de la Terre et que ces morceaux se sont rassemblés en une boule. En l'occurrence, ce serait comme regarder sa formation se rembobiner. Et même si la Lune survivait à cela, en restant en quelque sorte dans l'orbite de la Terre, les changements dans nos marées seraient tout de même spectaculaires. Les conséquences de ces altérations seraient absolument imprévisibles, mais il est plus que probable qu'une série de tsunamis en fasse partie. D'un autre côté, nous gagnerions probablement quelques nouvelles lunes. Jupiter en compte jusqu'à 79. Ce serait probablement un spectacle à couper le souffle. Si seulement les nuages de gaz de toutes ces éruptions volcaniques ne bloquaient pas la vue. De plus, l'apparition d'une deuxième planète géante aurait des conséquences importantes pour tout le système solaire. Ne t'inquiète pas, les autres planètes ne s'écraseraient pas directement sur nous.
Beaucoup de gens sous-estiment à quel point les planètes sont éloignées les unes des autres. Mais toutefois, la nouvelle Terre décalerait un peu les orbites des autres planètes et affecterait leur vitesse de rotation. Et la Terre elle-même tournerait autour du Soleil beaucoup plus lentement, en raison de son énorme masse. Par exemple, une année sur Jupiter équivaut à 12 années terrestres. Tout cela, bien sûr, affecterait grandement les saisons et le climat en général. Alors, y aurait-il encore de la vie sur Terre ? C'est une question pour le moins audacieuse. Mais si un jour nous parvenons à trouver une super-Terre habitable, d'une taille proche à celle de Jupiter, il serait très intéressant d'y jeter un coup d'œil. Le sable est partout. Dans tes yeux et ta bouche, dans tes cheveux, sous ton t-shirt et dans tes chaussures. Tu peux à peine te tenir debout. Le vent est si fort qu'il te fait tomber. Soudain, une rafale particulièrement puissante te plaque au sol. Tu rampes vers ta porte de derrière. Il te faut beaucoup d'efforts pour la forcer à s'ouvrir. Une fois à l'intérieur, tu te lèves et jettes un coup d'œil furtif à l'extérieur. Juste des nuages de poussière et un rugissement assourdissant. Ok, il est temps d'appeler à l'aide. Tout a commencé il y a un mois. Un jour, tu es sorti dans le jardin derrière ta maison. C'était une journée venteuse. Tu as même repéré une mini-tornade sous ton pommier. Elle atteignait à peine la hauteur de ton genou, tourbillonnant paresseusement autour des feuilles d'arbres et de la poussière. Tu as essayé de la faire disparaître en la frappant avec ton pied. Mais même après plusieurs tentatives, la mini-tornade ne voulait tout simplement pas se disloquer. Tu as haussé les épaules et tu es rentré chez toi. Le lendemain, la tornade était toujours là. Et... avait-elle grandi ? En fait, plutôt que de devenir plus grande, elle s'est élargie. À ce moment-là, elle a commencé à grignoter tes arbustes à fleurs. Cela a attisé ta curiosité et tu as décidé de garder une trace de ce phénomène inhabituel. Tu l'as mesuré tous les jours et tu as soigneusement noté toutes les informations dans un cahier spécial. Peut-être que plus tard j'écrirai un article ou publierai un livre sur ma petite tempête, as-tu pensé ? Un jour, tu es sorti de la maison et as constaté que ton pommier préféré avait été brisé. Tu n'es pas parvenu à comprendre comment cela s'était produit. La tempête semblait encore inoffensive et trop faible pour endommager un arbre de belle taille. Mais après cet accident, tu as commencé à te demander s'il ne valait pas mieux appeler à l'aide. Apparemment, il aurait mieux valu, car à peine un mois plus tard, ta mini-tempête a soudainement atteint le double de sa taille initiale. Il est dangereux de sortir désormais. On dirait que ta maison est au milieu d'une vraie tornade. Un mur de poussière et de débris t'empêche de voir le ciel. Ton jardin est en ruine, les arbres sont cassés, les buissons et les arbustes ont été arrachés du sol et envoyés voler quelque part au loin. Tu entends l'interphone sonner. Un groupe de scientifiques que tu as invités est venu à la rescousse. Tu leur montres le jardin avec ta catastrophe naturelle personnelle et constates leur silence stupéfait. Mais après ces quelques secondes de choc initial, ils se mettent au travail. Ignorant le vent hurlant, ils commencent à apporter divers équipements à l'intérieur. Tout semble très compliqué. Ta cuisine se transforme en laboratoire de recherche. On t'informe que ta maison sera temporairement utilisée par les scientifiques. Tu emportes tes affaires dans la plus petite chambre et tu regardes les professionnels travailler. Ta cuisine est remplie de gadgets qui bipent et d'appareils couverts de voyants qui clignotent. Des personnes en combinaison de protection et en blouse de laboratoire s'agitent dans tous les sens. Étonnamment, ils ne se heurtent pas les uns aux autres. Ils ne créent pas non plus d'embouteillage. Tu apportes les notes que tu as prises et les remets à un homme âgé en blouse blanche. Il te remercie comme si tu venais de lui offrir le cadeau de ses rêves. Les jours suivants passent dans un tourbillon d'activités. La tempête dans ton jardin grandit, les scientifiques semblent devenir plus sombres à chaque fois que tu les vois. Il est environ 2 heures du matin lorsque quelque chose te réveille. Tu ouvres les yeux et tu réalises que la maison tremble. Ta tornade a dû devenir si grosse qu'elle a atteint la maison. Au matin, plusieurs scientifiques te prennent à part pour t'annoncer une nouvelle désagréable. Tu dois déménager. La tempête est en effet en train de grandir. Bientôt, elle fera disparaître ta maison de la surface de la Terre. Il n'y a rien à faire. Tu es bouche bée devant ces gens qui te disent de quitter ta maison. Où vas-tu aller ? Ils te disent qu'ils sont en train de construire un laboratoire de recherche supplémentaire non loin de là. Il est important de pouvoir observer la tempête en temps réel. Et il se trouve qu'il y a une pièce libre avec tout ce dont tu pourrais avoir besoin dans cette installation. Pourquoi ne pas y rester un moment ? Ce serait aussi pratique pour les scientifiques. Ils pourraient avoir besoin de toi pour répondre aux questions qui surgiront sûrement pendant le processus. N'ayant pas vraiment d'autre choix, tu acceptes. Les chercheurs t'aident à transporter tes affaires dans ton nouveau logement.
Tu fais le tour de ta chère maison en disant au revoir à ta table basse préférée, à ton canapé et à ton lit douillet. Les scientifiques te disent que tu n'as pas le temps de déplacer tes meubles vers un autre endroit. Le lendemain, tu te réveilles en apprenant que ta maison a disparu. La tempête l'a engloutie vers 4 heures du matin. Au cours des semaines suivantes, le tourbillon devenu adulte a avalé 2 maisons de tes voisins, la forêt voisine, plusieurs voitures abandonnées et un petit magasin de fleurs. Il est maintenant si gros qu'il se rapproche d'un grand lac à plusieurs kilomètres de la ville. Les habitants sont évacués, les autorités ont annoncé l'état d'urgence. Un jour, tu remarques que les scientifiques parlent à voix basse. Ils ont l'air encore plus inquiets que d'habitude. Tu prends l'un d'entre eux à part et essaies de découvrir la vérité. Il finit par cracher le morceau. Les chercheurs ont obtenu des preuves qui confirment leurs pires craintes. Selon leurs estimations, la tempête qui a commencé comme une minuscule tornade dans ton jardin va devenir une grande tache rouge, sur Terre. Les nuages de couleur cramoisie tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à une vitesse incroyable. Sous eux, tu peux voir les teintes vibrantes de la plus grande planète du système solaire, la géante gazeuse Jupiter. Ces nuages ont été baptisés « Grande Tache Rouge ». C'est une tempête colossale qui fait rage dans l'atmosphère de Jupiter. Si tu te trouvais au centre de la tempête, les vents y seraient plutôt calmes. Mais sur les bords, la vitesse de la tempête peut atteindre 680 km/h. C'est 2 fois la vitesse des ouragans les plus rapides et les plus violents sur Terre. Au fil des décennies, la taille de la tache rouge a changé. Actuellement, elle est 1,3 fois plus large que notre planète. Les racines de la tempête s'élèvent jusqu'à 320 km dans l'atmosphère de la géante gazeuse. Sur Terre, un cyclone tropical moyen ne s'étend généralement pas sur plus de 15 km, de la base de la tempête jusqu'à son sommet. Ce phénomène unique sur Jupiter existe depuis si longtemps car la planète n'a pas de surface solide. Elle est constituée de couches de nuages composées de vapeur, de glace d'eau et d'ammoniac. En dessous, il pourrait y avoir un océan d'hydrogène liquide. Notre planète est solide, et les ouragans ralentissent et se désagrègent dès qu'ils descendent assez bas pour toucher la surface. Mais la grande tache rouge n'a nulle part où toucher Terre. C'est pourquoi elle continue à faire rage. Les scientifiques t'annoncent aussi la chose la plus bizarre et la plus alarmante à propos de la tempête dans ton jardin. Au lieu de s'affaiblir et de disparaître, il y a plusieurs semaines, elle est devenue plus grosse et plus puissante. Même les spécialistes les plus expérimentés ne peuvent expliquer ce phénomène. Après l'avoir analysé pendant des jours, ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'aurait pas dû apparaître sur Terre. C'est contraire aux lois de la nature. Il est intéressant de noter que la composition de la tempête est un peu similaire à celle de la grande tache rouge. Tu es impressionné, mais tu ne comprends toujours pas pourquoi les chercheurs ont l'air si inquiets. Eh bien, il s'avère que ta tempête, autrefois miniature, risque de devenir aussi grande que celle de Jupiter. Mais comme la Terre est bien plus petite que la colossale tache rouge, elle risque d'avaler notre planète en entier. Elle va grandir et grossir, anéantissant les villes, les forêts et les autoroutes. En même temps, elle deviendra plus puissante. Les gens devront quitter leur maison et être évacués vers des zones relativement sûres, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zones sûres. Ce processus prendra des années, mais il sera encore trop rapide pour que les gens puissent se préparer. Il y aura 2 façons de faire face à ce problème mondial. L'une d'elles est de coloniser la Lune ou une autre planète, par exemple Mars. Mais c'est un processus incroyablement long, et la tempête va englober la planète entière avant que le premier vaisseau spatial avec des gens à son bord ne quitte la Terre. Ou alors les scientifiques peuvent aussi essayer d'arrêter l'ouragan. Il existe une technologie appelée l'effet lunette de soleil. Des milliards de tonnes de gaz dense doivent être pompées dans l'atmosphère. Ce gaz absorbe la lumière du soleil et refroidit l'eau des océans, qui est le moteur de tout ouragan. Les chercheurs ne sont pas sûrs que cette méthode fonctionnera avec ta tempête. Après tout, elle ne s'est pas formée au-dessus de l'océan, mais dans ton propre jardin.